Bonjour à toutes et à tous. Je pense que ça va être mieux comme ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire sur la thématique rédiger une publication scientifique. Normalement, vous nous entendez toutes et tous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de ce webinaire pour qu'on puisse y répondre en fin de webinaire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va se présenter quand même déjà avant. Donc, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour. Je suis Ronan Lequéré, je suis directeur associé de l'agence de communication santé Meditup. Et je suis Charlotte Lenel, du coup, je suis à l'alter ego en femme de Ronan. Alors, on est une agence de communication santé, on conçoit des stratégies de communication multicanales, on peut vous accompagner sur des campagnes promotionnelles, des campagnes environnement et des campagnes d'information. Et puis, vous avez une visualisation de l'ensemble des clients pour lesquels nous travaillons. Alors, on va rappeler un petit peu les éléments de contexte pour pouvoir justement parler de la rédaction de publications scientifiques. Donc, on va revenir un petit peu sur de l'histoire et il faut savoir que la rédaction de publications, la soumission et la diffusion de publications scientifiques, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier et c'est quelque chose qui a commencé à émerger à partir du XVIIe siècle, au moment où on a commencé à avoir des nouvelles découvertes, à explorer le monde. Et finalement, c'est la naissance de la science moderne qui est portée par des acteurs comme Galilée, comme Newton, comme Boyle et d'autres après, qui va commencer à nécessiter de partager et débattre des découvertes. Et c'est vrai qu'il va y avoir des sociétés savantes, déjà à l'époque, qui vont commencer à se créer. Et en 1665, il y a la création des premières revues scientifiques. Alors, il y a deux premières revues scientifiques qui émergent à cette époque-là. La Philosophical Transactions, qui est portée par la Royal Society, donc en Angleterre. Et en France, nous avons le Journal des savants. Alors, j'espère que savant se prononce comme ça, mais a priori, c'est bien le cas. À partir du 19e et 20e siècle, on va commencer à structurer et à normaliser la présentation des publications, des manuscrits scientifiques. Et il y a un format qui va émerger, qu'on appelle le format IMRAD, qui va permettre justement de structurer ces publications et qui va permettre de restituer les recherches qui sont faites dans un format qui est largement partagé et qui aujourd'hui est largement partagé au niveau international. En 1948, le premier essai clinique randomisé et contrôlé est publié. C'est un essai sur la streptomycine dans le cadre du traitement de la tuberculose. Et puis, avec le temps, donc, on va considérer qu'au cours des 70 dernières années, des 75 dernières années, il va y avoir véritablement une explosion des publications biomédicales et par extension aussi du nombre de revues. Et désormais, il y a même des obligations éthique de publier. Il faut savoir que la déclaration d'Helsinki ou encore le comité ICMJE impose de publier, de déclarer, d'analyser et de publier toutes les recherches qui sont effectuées sur un être humain. Donc aujourd'hui, il y a véritablement une obligation légale et une obligation éthique de publier les résultats des études qui sont menées. Alors, pourquoi publier? Il y a plusieurs intérêts à publier. Tout d'abord, car la publication de données permet à tous de progresser sur ses connaissances scientifiques. Cela permet également d'avoir l'assentiment de ses pairs, de valider que les résultats que l'on présente sont également pertinents pour l'ensemble de la communauté. Par exemple, sur ce point, on a vu pendant le Covid quelques écueils qui ont montré que certains résultats n'étaient pas partagés par les pairs, voire même remis en question. C'est pour ça que c'est aussi important. Depuis la déclaration d'Helsinki, comme le disait Ronan, il est également obligatoire de publier les résultats d'une étude qui a été menée. Et puis on pourrait dire qu'il s'agit également d'un retour sur investissement. La réalisation d'études coûte cher, vous le savez bien plus que nous. La publication des données permet donc de partager les résultats et de valoriser vos données. Et puis enfin, ça permet également de favoriser les échanges scientifiques et le progrès médical. On revient un petit peu sur le premier point qui était de faire évoluer les connaissances scientifiques de la communauté. Alors, on va déjà vous présenter le modèle IMRAD. Vous le connaissez toutes et tous. C'est le modèle qui permet de dire que le I, c'est l'introduction, le M, c'est les méthodes, donc on va présenter les méthodes, le RA, c'est pour les résultats, et enfin, il y a la discussion. Alors, vous voyez qu'on n'a pas la conclusion, on va revenir sur ce point-là, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment la structure standard des articles scientifiques qui va guider la rédaction des publications biomédicales et scientifiques en général. Donc, on va vous présenter un peu plus en détail ce modèle IMRAD. Alors, comme le disait Ronan, le I pour introduction. La première partie, c'est l'introduction.
pourquoi on a fait cette étude, quelle est la problématique ou la question de recherche. On va rappeler dans quel contexte scientifique et clinique l'étude a eu lieu, quel est l'état des connaissances au moment de la réalisation de cette étude, et on va ensuite décrire le problème ou la question de recherche qu'on a soulevée et dont l'étude a vocation à répondre. Puis, on va venir indiquer quel est l'objectif de recherche, ce qui va driver bien évidemment par la suite la méthode, le recrutement des patients et puis tout le reste. Alors, la partie méthode, ça va permettre de décrire comment l'étude a-t-elle été conduite. Donc, dans cette méthodologie, bien évidemment, on va rappeler quel est le type de l'étude. Est-ce que c'est une étude de phase 1, de phase 2, de phase 3, une étude observationnelle, voilà, une étude post-hoc. Ça va permettre aussi de décrire la population et avec justement les fameuses caractéristiques patients à l'inclusion. Et ce qui va permettre aussi de rappeler quels sont les critères d'inclusion et les critères d'exclusion. On va aussi préciser, bien évidemment, les procédures. Donc, est-ce qu'il y a eu des bras, plusieurs bras, est-ce qu'il y a eu une méthodologie qui a amené à croiser des traitements? Et donc, ça va permettre aussi de décrire quels sont les traitements, quelles sont les posologies. Et ça, c'est particulièrement important pour vous, puisque aujourd'hui, en France, vous ne pouvez pas utiliser des études qui ne sont pas dans la même posologie que celles que vous avez dans votre AMM. On va aussi avoir quels sont les outils qui ont été utilisés pour effectuer des mesures, quelles sont les données, les analyses statistiques qui ont pu être faites. Et ça va permettre aussi justement de pouvoir asseoir la légitimité des résultats scientifiques que vous allez partager. Avec ces analyses statistiques, ils vont pouvoir indiquer si les résultats que vous avez obtenus sont statistiquement significatifs ou pas. Et il y a un enjeu en fait de reproductibilité. C'est-à-dire que sur base du détail de cette méthodologie, ça va permettre de pouvoir valider qu'on peut reproduire les résultats qu'on a obtenus dans le cadre de cette étude dans la réalité. Et finalement, si on donne un exemple, l'idée c'est de se dire que jusqu'une phase 3, ça a permis d'obtenir des résultats, et la phase 4 ou les études en vie réelle vont permettre de valider qu'on continue à avoir les mêmes résultats. Alors, on sait bien qu'en vie réelle, la population n'est pas la même. Donc, déjà, c'est quelque part un biais lors de la sélection de cette population. On va exclure certains patients et qui, dans la vraie vie, vont potentiellement impacter les résultats qu'on aura obtenus. Mais l'idée, quand même, c'est que quand on valide une étude, et notamment une étude de phase 3, on se dit que globalement, on va pouvoir avoir les mêmes résultats en vie réelle, et donc ça va valider justement le modèle. Du coup, Ronan parlait des résultats. Là, on y est. Quels sont les résultats de l'étude? Il est important de se rappeler que quand on est dans cette partie, on présente des résultats qui sont bruts. Il faut être très factuel. On va pouvoir décrire quelles sont les données du bras 1, du bras 2, quelle est la significativité des résultats, est-ce qu'on peut conclure des choses, mais c'est vraiment, encore une fois, très factuel. Ça peut aussi s'appuyer sur des tableaux ou des figures. On va pouvoir rappeler les p-values lorsqu'on a les infos. Ça va permettre d'agréger les résultats de manière beaucoup plus graphique. Enfin, les résultats doivent également être présentés de manière claire, objective et structurée. On va rappeler les critères de jugement. On peut aussi faire une stratification des populations. Par exemple, on va préciser si on a stratifié en fonction de l'IMC, en fonction de l'âge, pourquoi pas en fonction d'une expérience préalable avec un traitement antérieur qui va permettre d'affiner les résultats en fonction de différents critères de sous-cohorte. Bien évidemment, on arrive à la fin sur la partie discussion et c'est la partie la plus importante, la partie essentielle qui va permettre d'analyser et d'interpréter les résultats qui étaient présentés de manière brute et de manière très factuelle. Ça va permettre aussi de les mettre en confrontation avec les résultats déjà connus, avec la revue de la littérature, avec l'état de l'art, et de pouvoir valider si on approuve, si on valide des hypothèses qui avaient déjà été présentées par le passé, si éventuellement on remet en question certaines informations ou certaines données qui ont pu être étudiées avec justement les innovations dont on bénéficie, et qui va permettre justement aussi de pouvoir mettre en avant les biais. On évoquait que dans une étude, il y a déjà par définition des biais de sélection de la population. Donc, ça va permettre aussi de pouvoir justement remettre un petit peu en question et apporter de l'introspection sur les résultats qu'on a pu présenter. Et ça va permettre de pouvoir justement aussi arriver sur des conclusions sur l'implication clinique ou scientifique de ces résultats et comment ceux-ci peuvent faire évoluer les pratiques médicales, comment ceux-ci peuvent amener à de nouveaux traitements ou alors justement pouvoir changer les habitudes.
Ça va souvent se terminer effectivement par une conclusion ou alors une ouverture sur d'autres questions de recherche qui pourraient être menées dans le futur. Mais c'est vrai que dans la méthodologie IMRAD, la conclusion n'est pas dissociée de la discussion et donc cette conclusion est quelque part la fin de cette discussion. Et pour rebondir dessus, donc que ce soit le titre, l'abstract, les mots-clés, la conclusion, tout ça va aussi dépendre des revues, parce que la revue peut demander des conclusions séparées ou on reste sur la discussion, comme le disait Ronan. Elles peuvent demander également de séparer la méthode de la description des patients. Ils vont bien évidemment demander de fournir un titre, mais qui sera plus ou moins long, encore une fois, en fonction de la revue. Le résumé correspondant à l'abstract et également la formalisation des mots-clés, ça va pouvoir également être indiqué, spécifié, codifié par la revue dans laquelle vous allez vouloir publier. En fonction des revues, on peut avoir plusieurs autres petites demandes. Par exemple, lors de notre dernière soumission, on avait dû ajouter une partie sur les Take Home Messages qui ne nous avait jamais été demandée par d'autres revues jusque-là. Et puis bon, du coup, si on peut résumer, c'est que chaque revue a ses spécifications qui vont venir compléter le modèle IMRAD qu'on a vu précédemment. Alors, si on rentre dans le détail de la rédaction d'une publication, alors, les étapes clés. Avant de commencer à travailler, il faut sélectionner la revue dans laquelle vous souhaitez publier pour connaître toutes les demandes spécifiques. Comme on l'a vu, ça vient ajouter des éléments par rapport au modèle IMRAD. Donc, c'est très important de les connaître dès le départ. Est-ce qu'il va y avoir un nombre de mots limité, un nombre de caractères limité? Est-ce qu'on doit ajouter une partie, par exemple, sur le consentement des patients ou autre? Et puis, ça va permettre du coup d'analyser des guidelines de cette revue pour permettre de driver la manière de rédiger l'article. Ensuite, on va identifier les données et les messages clés qu'on va vouloir mettre en avant, car ça va impacter directement le chapitrage, le déroulé de l'article. On va effectuer la revue de la littérature. On l'a vu juste avant, il faut faire évoluer les connaissances par rapport à l'état actuel des choses. Et c'est cette revue de la littérature qui va permettre de faire se poser les bonnes questions. Est-ce que j'apporte des informations complémentaires à ce qui existe actuellement? Est-ce que je fais progresser les connaissances? Lorsqu'on rédige le manuscrit, souvent, alors de notre façon en tout cas, on ne se limite pas forcément aux contraintes fournies dans les guidelines des auteurs. Si jamais, par exemple, la revue vous demande pas plus de 3000 mots, nous, on ne va pas se limiter. Car en fait, ça nous permet de vraiment travailler le contenu, d'avoir un état complet des messages clés. Par contre, dans un deuxième temps, on va retravailler le contenu pour le réduire et correspondre aux guidelines. En fait, on part de l'idée de qui peut le plus, peut le moins, et il sera toujours plus simple de couper du contenu que d'en ajouter. Une fois que le contenu il est rédigé, on le fait relire et on l'optimise grâce à l'intelligence artificielle. Ça permet en effet d'améliorer la rédaction. On travaille sur une IA de notre côté qui est fermée pour ne pas que les données de l'étude puissent être utilisées par cette IA pour s'entraîner pour d'autres demandes. Après, si on se fait l'avocat du diable, si on travaille sur une IA ouverte, ça pourrait être un autre moyen de diffuser vos résultats, mais ça reste un débat à avoir aussi avec vous. Pour travailler avec cette IA, on va créer un prompt spécifique. On va lui dire, par exemple, qu'il s'agit d'un médecin spécialiste de la rédaction scientifique, qu'elle fait partie du comité de relecture dans des revues Impact Factor et qu'elle est spécialisée sur la patho couverte par l'article, par exemple dermatologie, oncologie, etc. Puis on va lui demander ensuite d'optimiser la rédaction. Alors, il faut aussi préciser des points importants, par exemple qu'elle ne touche pas aux références, parce que si jamais elle commence à toutes les modifier, on sait que ça va être une charge de travail supplémentaire pour tout remettre. Donc, ce n'est pas magique, ça prend du temps et c'est un vrai travail d'optimisation. Quand enfin on a une version stable du contenu, on va pouvoir identifier les tableaux qui vont venir étayer et illustrer les messages clés. On préfère attendre cette première version stable pour travailler sur les tableaux, car en fait, on a besoin que le contenu soit bien construit et bien structuré pour savoir à quel endroit les tableaux et graphes seront judicieux. Lorsque tous les tableaux seront OK, on peut identifier parfois du contenu ou des graphes qui sont intéressants, mais plutôt dans une partie pour aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on va les insérer dans une partie qu'on appelle supplementary material. Et ensuite, on va soumettre la publication. Et ce n'est que la première étape, car le journal demande souvent de retravailler la publication. Puis on n'est pas à l'abri d'un refus. Et attention, il ne faut pas sous-estimer le travail lié à un refus et à la soumission de l'article au sein d'une seconde revue, car qui dit nouvelle revue dit nouvelle guidelines. Ça peut être au niveau du nombre de mots qui va être à revoir, mais ça peut être aussi un chapitre entier qui pourrait être à ajouter ou à supprimer. Souvent, les clients ne comprennent pas cet avenant lié au refus et au retravail, mais il faut vraiment comprendre que publier dans une nouvelle revue, ça revient pratiquement à revenir à l'étape 2 de ces étapes clés, puisque du coup, on va devoir revoir une grande partie de la publication. Donc, c'est vraiment important de ne pas oublier ce point-là. Alors bien évidemment, cette méthodologie repose au départ sur la revue qui a été identifiée et la revue qui est ciblée.
comment est-ce qu'on va sélectionner la revue dans laquelle on va publier? Il y a plusieurs critères qui vont permettre justement de sélectionner la revue la plus adaptée. On va commencer par celui qui est tout en bas à gauche. Déjà, on va cibler la revue en fonction de l'audience vers laquelle on souhaite s'adresser ou en fonction de la diffusion qu'on souhaite donner aux résultats et aux informations qu'on va partager dans la publication. Est-ce qu'on souhaite adresser plutôt une population de spécialistes et donc on va aller chercher des revues spécialisées plutôt que des revues généralistes ou des revues qui prennent énormément de contenu? Je vous donne un exemple très concret. Quand on est sur une publication qui touche à la dermatologie, on va plutôt aller cibler le JAMA dermatologie plutôt que le JAMA tout court. Donc ça, c'est déjà un premier exemple. Il y a un deuxième point, c'est quelles sont les données qui sont acceptées par la revue. Est-ce que la revue ne publie que des données ou publie majoritairement des données qui sont les résultats d'essais cliniques? Est-ce qu'il publie des résultats de méta-analyse? Est-ce que c'est une revue qui privilégie plutôt la revue d'articles, une revue effectivement tous ces articles? Est-ce que c'est des données post-hoc qui vont être acceptées? Il y a un autre aspect qui est souvent un des premiers facteurs de discussion quand on commence à identifier une revue, c'est l'impact factor. Alors attention, l'impact factor, ça peut être piégeux puisque par définition, on se dit bah, j'ai envie d'aller publier dans une publication à fort impact factor. Le fait est que quand c'est à fort impact factor, ça va avoir énormément de conséquences sur d'autres aspects qu'on va revoir juste après. Alors que quand on publie dans une étude, dans une revue pardon, qui est à moins fort impact factor, ça sera sans doute plus accessible. Il va y avoir peut-être des délais de publication moins longs ou alors en tout cas un travail de fond qui sera moins compliqué à faire et ça va potentiellement impacter votre choix. Puisque, je reviens sur ce fameux délai de publication, parfois vous souhaitez publier rapidement vos résultats. Et donc, cette sélection de cette revue, ça va devenir important en se disant, est-ce que j'ai besoin de pouvoir publier rapidement ou est-ce que finalement j'ai du temps devant moi? Et si j'ai du temps devant moi, ça va me laisser plus de latitude pour aller dans une publication, dans une revue qui sera soit à plus fort impact factor, soit qui sera plus légitime pour l'audience que vous allez chercher à adresser. Voilà, donc ça, c'est des aspects aussi sur lesquels il faut pouvoir trancher. Il y a un autre aspect, c'est les coûts, puisque vous pouvez publier des articles dans des revues qui vont proposer un accès en open access. La contrepartie, c'est que vous allez devoir financer, vous allez devoir payer ce qu'on appelle les APC, les Article Publication Charges, qui vont permettre justement de mettre à disposition votre publication au plus grand nombre, puisque celle-ci sera accessible sans avoir besoin de payer l'accès à la publication, sans devoir bénéficier d'un abonnement éventuellement à la revue. Alors, souvent, quand vous travaillez sur des publications que vous souhaitez soumettre, vous travaillez soit en sponsor, soit c'est une étude que vous avez menée et donc vous allez financer la publication. Mais il faut savoir que certains chercheurs, quand ils font de la publication, ils vont se poser la question du financement. Et il faut savoir que certains financements publics permettent justement de pouvoir financer ces APC. Et puis, bien évidemment, il y a une question qui est liée, c'est la visibilité que vous souhaitez donner à votre publication. Une publication en open access sera accessible au plus grand nombre, alors qu'une publication qui doit être payée, potentiellement pourra créer des freins auprès des populations qui souhaiteraient la consulter. Il y a un autre aspect, c'est l'indexation et la visibilité. Alors aujourd'hui, PubMed est chez nous en tout cas notre Google de la recherche de publication. Et c'est vrai qu'il faut évaluer si la revue dans laquelle vous allez publier est elle-même indexée par ces moteurs de recherche de publication comme PubMed, comme Scopus, comme Web of Science. Et donc ça, c'est un autre point. Parfois, on a des études qu'on nous partage et on n'arrive pas à les retrouver, tout simplement parce qu'elles ne sont pas publiées dans PubMed et que c'est beaucoup plus compliqué, ou en tout cas, ça nécessite un travail de fouille qui nécessite un peu plus de temps pour pouvoir retrouver cette publication. Et donc, la contrepartie, c'est que si vous n'êtes pas indexé par ces moteurs de recherche scientifiques, votre publication sera potentiellement moins visible, moins accessible, et donc les résultats que vous souhaitez partager seront moins répandus, seront moins facilement diffusables, disséminables. Et bien évidemment, un des derniers points à évaluer, c'est le taux d'acceptation. Quel est le taux d'acceptation que vous êtes prêt à accepter quand vous allez aller publier dans une revue? Le taux d'acceptation peut être très faible, notamment sur des journaux à fort impact factor, des revues
qui ont une légitimité, une crédibilité internationale? On va parler éventuellement du Lancet, de Nature, etc. Ou alors, est-ce que vous préférez justement aller publier dans une revue où le taux d'acceptation sera un peu plus élevé? Et souvent, on voit qu'il y a des contreparties associées au délai de publication, à la politique d'Article Publication Charges, qui sont très liées. Le taux d'acceptation étant plus faible, souvent on a des délais de publication qui sont plus longs. Le taux d'acceptation plus fort induit souvent aussi la nécessité de devoir payer des frais pour pouvoir voir sa publication publiée. Et véritablement, la question essentielle qu'il faut que vous vous posiez quand vous choisissez la revue, c'est qui a besoin de lire cette étude? À qui est-ce que je souhaite m'adresser? Et finalement, où cette personne va-t-elle chercher ces informations? Quelles sont ses revues de prédilection? Alors, les guidelines aux auteurs sont essentielles, on l'a vu précédemment, notamment dans le processus de rédaction et de soumission d'une publication scientifique. Elles ont un impact direct sur la forme, la structure et parfois même sur le fond de l'article. Elles influencent la publication, notamment sur le format et la structure de l'article. Quel est le type de manuscrit accepté, article original, revue, cas clinique, etc. Est-ce qu'il y a une longueur maximale au niveau du nombre de mots, de figures, de références ou de tableaux? Quelles sont les spécificités qui viennent en plus du format IMRAD souvent imposé? Par exemple, certaines revues, comme on l'a vu, demandent une section patient et méthode au lieu de méthode. Voilà, il faut vraiment tout connaître. Ça va aussi avoir un impact sur la présentation technique. Est-ce qu'il faut utiliser un template Word ou latex spécifique? Comment doivent être rédigées les références bibliographiques? Est-ce qu'on va être plutôt sur un modèle Vancouver ou APA? Est-ce qu'il y a un nombre limité de références? Est-ce qu'il y a des exigences de mise en page? Parfois, est imposée une police, un interlignage, des marges, une numérotation, des niveaux de titres. Par exemple, certaines revues demandent le numéro de ligne sur chacune des lignes, alors que certaines demandent un interlignage plutôt spécifique. Tous ces aspects vont impacter la rédaction et la mise en forme. Et puis, sur les données aussi, à fournir obligatoirement. Est-ce qu'il y a des sous-parties imposées, par exemple un résumé structuré ou autre? Comment doivent être précisés les mots-clés, les abréviations, les déclarations de conflit d'intérêt? Pour les essais cliniques, quel est le numéro d'enregistrement? Donc, encore une fois, ça a un impact sur les informations que l'on va mettre dans la publication. Ça a aussi des conséquences sur la qualité des illustrations. Quel format et quelle résolution des figures, des images doivent être utilisées? Alors, généralement, on est sur du 300 dpi, du formatif ou JPEG, mais ça peut aussi changer. Quelle est la limite du nombre de figures ou de tableaux pouvant être insérés? Est-ce qu'il est obligatoire de fournir, par exemple, des légendes séparées? Parfois, on nous demande qu'elles soient traduites en anglais, pas que en français, ou inversement. Souvent inversement. Sur la rédaction linguistique, il demande aussi que l'anglais soit utilisé, que ce soit vraiment un anglais professionnel et irréprochable niveau native speaker. Et là, c'est ici aussi que l'IA peut également nous servir pour atteindre ce niveau d'exigence plus facilement. Est-ce que la revue impose une relecture linguistique professionnelle, par exemple? Du coup, il faut vérifier quelles sont les normes, le style scientifique qui doit être respecté. Est-ce qu'on est bien concis, objectif? Est-ce que les informations sont bien émises avec clarté? Donc, il y a aussi au niveau de la rédaction linguistique plusieurs points à prendre en compte. Et puis enfin, les aspects éthiques. Comme indiqué, la déclaration éthique doit être en conformité avec la déclaration d'Helsinki. Est-ce qu'il faut préciser le consentement des patients pour les études cliniques ou les cas cliniques? Comment indiquer la déclaration de financement, les conflits d'intérêts, la contribution des auteurs? Par exemple, si vous êtes sponsor de l'étude, il faudra bien évidemment le préciser, mais comment? Donc en résumé, ne pas suivre les guidelines, c'est vraiment risquer un rejet immédiat avant même la relecture. C'est pour ça que c'est vraiment un point essentiel lorsque vous rédigez un article. Alors, pourquoi définir les données, les messages clés qui sont à valoriser? Ça, c'est une étape qui est clé, qui est fondamentale et qui doit se faire au démarrage, quasiment même avant d'avoir sélectionné la revue dans laquelle vous allez publier. Tout simplement parce que ça va permettre de structurer le fil conducteur de la publication et ça va permettre justement de valider les informations que vous souhaitez partager. Vous allez parfois collecter énormément d'informations. On revient sur le supplementary material qui pourrait être proposé en annexe et on ne va pas diffuser toutes les informations qui ont été collectées, on ne va pas diffuser tous les résultats dans cette publication. Encore une fois, justement, par rapport à ces guidelines aux auteurs qui peuvent limiter le nombre de contenus qu'on va pouvoir mettre. Donc, ça va permettre justement de pouvoir identifier tous les contenus qu'on souhaite diffuser et structurer le fil conducteur. Ça va permettre aussi d'adapter le message au public cible. C'est-à-dire qu'en fonction de l'audience que vous souhaitez adresser, vous allez
travailler, vous allez communiquer sur certaines données plutôt que sur d'autres pour pouvoir justement susciter l'intérêt et apporter des informations clés et intéressantes pour votre audience. Et ça va permettre de sélectionner ces fameuses données qui sont les plus pertinentes pour pouvoir justement valider que vous répondez aux messages clés que vous allez diffuser et que vous répondez aussi aux attentes du lectorat. Un autre point, c'est que quand on sélectionne les données, les messages clés à valoriser, dès le début, ça permet aussi de concilier avec l'ensemble des auteurs qu'on est tous alignés sur les contenus qu'on va diffuser, sur les informations qu'on va diffuser, et ça évite une remise en question à la fin de la rédaction du manuscrit par rapport à un auteur qui n'aurait pas été sollicité ou qui n'aurait pas donné son avis, une remise en question des informations qui sont partagées. Puis, donc effectuer la revue de la littérature avant ou pendant la rédaction d'une publication scientifique, c'est une étape fondamentale. On en a parlé précédemment. Elle ne sert pas seulement à remplir l'introduction, elle guide aussi tout le positionnement scientifique de l'article. Les principaux intérêts sont déjà de situer son travail dans l'état de l'art. Qu'apporte mon article de nouveau par rapport à l'état actuel des connaissances? Il faut identifier ce qui a déjà été publié sur le sujet, quelles méthodes ou approches ont été utilisées. Cela permet de positionner l'étude par rapport aux connaissances existantes. Ensuite, ça permet de justifier la pertinence scientifique de l'étude. Pourquoi cette étude est-elle nécessaire? Cela permet de démontrer qu'il existe une lacune ou un besoin spécifique dans la littérature actuelle. Et cela soutient l'intérêt de l'étude avec des arguments scientifiques solides. Ensuite, ça permet également de cibler les messages à valoriser pour mettre en lumière les résultats attendus, controversés ou sous-documentés. Et ça permet d'orienter la rédaction pour insister sur les éléments différenciants de cette étude par rapport à l'état des connaissances. Ça permet de renforcer la crédibilité de la discussion en comparant ces résultats à ceux d'autres études et donc de soutenir ou nuancer ses conclusions, mais aussi d'identifier les convergences, les divergences et les hypothèses explicatives. Ça permet d'anticiper les critiques des reviewers. Ça aide à répondre implicitement aux objections potentielles. Pourquoi ce critère? Pourquoi cette méthode? Puis ça permet d'appuyer sur les choix méthodologiques effectués avec des références reconnues. Enfin, ça permet de valider la revue cible, puisque ça permet d'identifier les revues qui publient régulièrement sur ce sujet. En résumé, du coup, la revue de la littérature, c'est pas simplement une formalité, c'est vraiment une boussole qui va guider la rédaction, qui va renforcer l'argumentaire scientifique et qui va inscrire l'étude dans une dynamique de recherche cohérente. Alors, en conclusion, pourquoi publier? Pour diffuser la connaissance. Il y a une obligation aussi légale et réglementaire de publier des recherches qui sont effectuées sur l'humain pour valoriser les données des études que vous avez pu mener et donc finalement de pouvoir contribuer au progrès médical et scientifique au niveau international et de faire évoluer les pratiques, de faire évoluer les traitements et de pouvoir globalement améliorer la situation de l'humanité. La structure IMRAD, tu veux rajouter quelque chose? Non. La structure IMRAD, c'est une norme qui permet justement de pouvoir orienter la rédaction d'une publication, d'un manuscrit, et qui repose sur les 4 parties clés que sont l'introduction, les méthodes, les résultats et la discussion. Et bien évidemment, en fonction des revues, on a vu que certaines pouvaient demander d'adapter potentiellement un peu cette structure IMRAD. Avant de rédiger, il faut bien se préparer, il faut identifier les données et les messages clés, il va falloir effectuer une revue de la rupture ciblée et il faut choisir la revue pertinente. Alors on va le mettre dans l'autre sens plutôt, d'ailleurs, la revue pertinente, faire la revue de la littérature, identifier les données et messages clés à présenter. Important, Charlotte l'a évoqué, il faut respecter les guidelines. Ne voyez pas votre publication refusée tout simplement parce que vous n'avez pas respecté les guidelines et c'est un point clé pour pouvoir justement passer cette première étape et fluidifier la soumission. Les clés de succès reposent sur l'anticipation de la rédaction, sur la stratégie aussi de rédaction et sur la stratégie de choix de cette revue, la rigueur dans la diffusion, le partage des résultats et sur la clarté des contenus que vous allez pouvoir publier et mettre à disposition de la revue. Alors, il est 9h29, on vous remercie énormément, on a terminé. Alors, il reste un peu moins d'1 minute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser directement dans le chat pour qu'on puisse y répondre.
Y a-t-il des délais à respecter? Alors, il n'y a pas vraiment de délai à respecter. Justement, c'est un peu un des sujets. C'est qu'une fois que vous avez soumis, il y a soit c'est des processus qui sont entièrement automatisés, soit c'est des processus moins automatisés. Typiquement, on a deux publications en cours. Il y en a une qui a été acceptée la semaine dernière sur un processus complètement automatisé. Et les délais, ils dépendent beaucoup des reviewers au sein du journal. Vous avez des journaux qui vont répondre très très rapidement et il y en a d'autres qui vont répondre moins rapidement. Et je vais encore pondérer ce point-là, puisque ça dépend aussi beaucoup de la disponibilité des reviewers. Tout simplement parce que, on a un exemple très concret. On a une publication qu'on avait soumise en novembre, celle qui a été acceptée la semaine dernière. La première revue de la publication a pris moins d'un mois. La deuxième revue a pris plus d'un mois et demi. Et finalement, la troisième revue, en une semaine, ça permettait de pouvoir avoir tous les retours. Donc, vraiment, les délais dépendent pas véritablement de vous, dépendent plutôt du journal. Oui, on partagera. Alors, on partage le replay déjà par définition. Et Bernard, si vous souhaitez disposer du support, on vous l'enverra en email. Par email. Ça marche. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Wassila. Merci. Merci à toutes et à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaite une très belle journée, puis un bon week-end par la suite. On a un prochain webinaire sur collaborer avec un influenceur santé, dont je ne me rappelle pas de la date, mais qui est sur notre site internet en juin. Donc le mois prochain, n'hésitez pas à vous abonner à ce prochain webinaire. On vous souhaite une très très belle journée de nouveau et un bon week-end. Merci à toutes et à tous. Au revoir.